Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Nous avons tous entendu parler de Nos étoiles contraires de John Green, qu'il s'agisse du roman ou du film, qui a connu un énorme succès au box-office. Dans tous les cas, même si c'est la première fois que vous découvrez le livre, vous voudrez définitivement en savoir plus sur cette histoire. Il s'agit en effet d'une histoire touchante et nuancée, bien que celle-ci soit classée dans la catégorie littérature jeunesse. Cela nous amène parfois à sous-évaluer injustement des romans comme celui-ci, qui contribuent pourtant à entamer une discussion sur la mort, la maladie et la vie. Nous allons faire ensemble un résumé et une analyse de cette histoire, afin que vous puissiez tout comprendre. Dès le chapitre 1 de Nos étoiles contraires, nous faisons la connaissance de Hazel, une jeune fille atteinte d'un cancer, qui se rend dans un groupe de soutien avec d'autres jeunes atteints de la maladie. Elle le fait un peu forcée par sa mère, qui pense que cela lui fera du bien. Dans ce groupe, Hazel rencontre Patrick, qui a survécu à un cancer des testicules et qui anime maintenant le groupe de thérapie composé de personnes rencontrées pendant sa maladie. Elle y rencontre également Augustus et Isaac, avec lesquels elle se lie dès le début. Isaac est un jeune homme atteint d'une forme rare de cancer qui l'a laissé aveugle d'un œil. Il le sera bientôt du second, conséquence inévitable de l'ablation de son cancer. Augustus, quant à lui, est optimiste sur sa maladie. Il est atteint d'un cancer des os qui l'a privé d'une jambe, mais qui est maintenant en rémission. Au chapitre 2, quelques jours ont passé et Hazel fait désormais partie du groupe de thérapie. Augustus est le partenaire avec lequel elle noue la relation la plus étroite. Un jour, ils vont ensemble au cinéma et parlent pendant des heures de leur livre préféré. Hazel prête même à Augustus l'un de ses livres favoris, Une douleur impériale, qui raconte l'histoire d'une jeune fille atteinte de leucémie. Lui, en retour, lui prête Le prix de l'aube. Et puis au chapitre 3, Hazel se promène avec sa mère et elles en profitent pour entrer dans une librairie. La jeune fille est en effet une lectrice passionnée. Cet après-midi-là, Hazel passe également un moment avec sa meilleure amie, Kathleen, mais elle prend rapidement congé car elle est fatiguée et qu'elle préfère rester seule pour lire ses nouveaux ouvrages. Un peu plus tôt, Hazel avait dit à Augustus qu'il ne se reverrait pas tant qu'il n'aurait pas terminé la lecture d'Une douleur impériale. Alors au chapitre 4, lorsqu'il l'achève enfin, Augustus s'empresse d'inviter Hazel chez lui. Lorsqu'elle arrive, il y a aussi Isaac qui est désemparé et très en colère car sa petite amie Monica l'a quitté juste avant son opération des yeux qui le rendra malheureusement aveugle. Et puis le chapitre 5 de Nos étoiles contraires est le théâtre de plusieurs événements. D'une part, Isaac est opéré des yeux car le cancer progresse trop vite. Le résultat est positif, tout le cancer a été enlevé. Mais comme prévu, Isaac reste totalement aveugle. D'autre part, Hazel écrit à Peter Van Houten, auteur d'Une douleur impériale, pour lui demander des éclaircissements sur la fin du livre, qui est un petit peu confuse selon elle. Dans sa réponse, l'écrivain lui dit qu'il ne répondra à ces questions qu'en personne, car il ne fait confiance à aucune forme de communication technologique qui pourrait faire l'objet d'une fuite. Pour ne pas la laisser dans le doute, Van Houten dit à Hazel que si jamais elle venait à Amsterdam, il serait heureux de la recevoir chez lui pour répondre à toutes ses questions. Mais Hazel sait que c'est compliqué, car sa famille n'a pas les moyens de payer le voyage. Lorsqu'elle raconte tout à Augustus, ils pensent tous les deux que l'une des options est d'aller à la Fondation Génie, qui exauce les vœux des enfants atteints de cancer. Cependant, Hazel a déjà utilisé son vœu il y a quelques années pour aller à Disney World. Cette alternative n'est donc plus possible. Et pourtant, quelques jours plus tard, Augustus demande aux parents de Hazel la permission de l'inviter à un rendez-vous et il l'emmène au parc. C'est là qu'il lui annonce qu'il a décidé d'utiliser son propre vœu de la Fondation Génie pour aller à Amsterdam avec elle. Hazel lui répond avec enthousiasme qu'il est le meilleur, mais lorsqu'il essaie de l'embrasser, elle le repousse. Au chapitre 6, après une longue négociation, Hazel réussit finalement à convaincre sa mère de la laisser partir à Amsterdam à condition qu'elle l'accompagne, au cas où il se passerait quelque chose en rapport avec sa maladie. Pendant ce temps, Hazel ne cesse de se demander pourquoi il lui est si difficile de franchir le pas avec Augustus, et pourquoi, bien qu'elle l'apprécie, elle ne le laisse pas s'approcher trop près d'elle. Elle se rend compte finalement que c'est par peur de le blesser, car elle sait qu'Augustus a déjà eu une petite amie atteinte d'un cancer, qui en est morte, et elle ne veut pas le faire vivre à nouveau la même chose. Elle est tellement bouleversée qu'elle va sur la page de cette jeune fille, qui s'appelait Caroline, et qu'elle lit tous les messages d'adieu laissés par ses amis et sa famille. Hazel n'en est que plus triste et commence à ressentir des douleurs à la tête et aux bras qu'elle attribue à ses émotions. Au dîner, Hazel éclate en sanglots. Pleine de rage, elle explique à ses parents qu'il est inutile de faire des projets avec Augustus ou qui que ce soit d'autre. Elle se compare à une grenade sur le point d'exploser qui ne pourra que nuire à tous ceux qui l'entourent. Après le repas, Hazel écrit un message à Augustus pour lui dire qu'ils doivent mettre un terme à leur relation et qu'il vaut mieux qu'ils ne se revoient jamais.
Alors qu'elle tente de s'endormir, ses parents apparaissent dans sa chambre et lui disent qu'elle ne sera jamais une grenade pour eux et que ses décisions seront toujours importantes. Et ils lui donnent également son ours en peluche pour qu'elle dorme avec. Hazel parvient alors à s'endormir paisiblement, mais elle se réveille au milieu de la nuit en hurlant, avec un terrible mal de tête. Au chapitre 8, Hazel se réveille dans le service des soins intensifs de l'hôpital, où ses parents lui expliquent que la chose qu'elle a dans la tête n'est pas une tumeur cérébrale et que son cancer ne s'est pas propagé. La cause de cette douleur réside dans le mauvais fonctionnement de ses poumons, qui se sont emplis de liquide et qui n'oxygénaient pas correctement son cerveau. Heureusement, les médecins ont réussi à les drainer et tout est rentré dans l'ordre, du moins pour le moment. Et puis, quand après plusieurs jours aux soins intensifs, Hazel ressort, elle retrouve Augustus qui était resté dans la salle d'attente pendant toute la durée de son hospitalisation. Le garçon lui dit qu'il a également écrit à Peter Van Houten et que l'auteur lui a répondu par une lettre qu'il remet à Hazel. Dans cette lettre, l'auteur explique avoir inventé une histoire à propos de 2 jeunes amoureux. Dans une note plus personnelle dédiée à Augustus, il ajoute également que si Hazel veut l'éloigner d'elle pour lui épargner de la souffrance, il doit simplement l'accepter. Alors lorsqu'elle finit de lire la lettre, Hazel ne pense plus qu'à une seule chose, partir à Amsterdam. Mais au chapitre suivant, les oncologues ne sont pas tout à fait d'accord sur la question. Hazel prend des médicaments puissants dont ils ne connaissent pas complètement les effets. Il lui faut également se rendre fréquemment à l'hôpital pour un drainage pulmonaire. Alors finalement, la mère d'Hazel décide de reporter le voyage pour le moment. La jeune fille se sent vraiment déprimée car elle sent à quel point elle a besoin d'aide. La maladie la tue et ne lui permet pas de faire quoi que ce soit. Lorsqu'Augustus l'appelle et constate qu'elle est souffrante, il décide de se rendre immédiatement chez elle pour la réconforter. Il lui assure alors que rien ne pourra jamais l'éloigner d'elle. Le lendemain matin, Hazel tombe sur un email de l'assistante de Peter Van Houten, dans lequel elle lui envoie l'itinéraire de voyage pour la semaine suivante. Hazel ne comprend rien et appelle sa mère qui lui annonce la bonne nouvelle. Leur médecin a appelé la veille pour leur dire qu'il pensait qu'elle devrait finalement faire le voyage, et que le plan était donc toujours d'actualité. Au chapitre 9, lorsque le jour du voyage arrive, Hazel et sa mère se lèvent très tôt. Le moment des adieux à son père est étrange, car il éclate en sanglots. Hazel comprend que c'est parce qu'il ne sait jamais quand sera le dernier jour où il verra sa fille vivante. Ils arrivent à la maison d'Augustus pour le récupérer, mais lorsqu'ils vont frapper à la porte, ils entendent des cris et des pleurs. Hazel envoie donc un message à Augustus pour lui dire qu'elle l'attend dans la voiture. Et lorsque le garçon sort, tout semble normal. Ils se rendent donc tous les 3 à l'aéroport pour prendre leur avion. Au chapitre 10, lors du contrôle de sécurité, Hazel enlève sa bouteille d'oxygène, à laquelle elle est toujours attachée pour la première fois depuis longtemps. Elle voit cela comme une libération, mais remarque immédiatement le manque d'air et réalise une fois de plus qu'elle ne peut pas vraiment s'en passer. Alors qu'ils sont sur le point d'embarquer, Augustus décide d'aller faire des courses et met du temps à revenir. Il avouera plus tard à Hazel que c'était pour éviter les regards de pitié des autres voyageurs. Pendant le vol, les 2 jeunes gens discutent et regardent des films ensemble. À un moment, Augustus avoue à Hazel qu'il est tombé amoureux d'elle, et bien qu'elle ne sache pas quoi répondre, Hazel réalise que cela lui fait énormément plaisir. Au chapitre 11, ils atterrissent à Amsterdam et la première chose qu'ils font est de se rendre à l'hôtel. Bien qu'elle aimerait aller avec Augustus au Vondelpark, le parc le plus célèbre de la ville, Hazel décide de rester dans sa chambre et de dormir car elle est extrêmement fatiguée. Lorsqu'elle se réveille, sa mère lui dit qu'elle les laissera tous les 2 seuls ce soir-là pour aller à un dîner romantique que Peter Van Houten a organisé pour eux. Les 2 jeunes gens mettent alors leurs plus beaux vêtements. Hazel porte une robe magnifique et Augustus un costume qu'il avait acheté pour son propre enterrement. Le diagnostic donne pourtant au jeune homme des chances de survie très élevées et Hazel, une fois de plus, mesure la différence entre leur diagnostic et le stade auquel chacun se trouve. Malgré tout, ils passent une excellente soirée au cours de laquelle ils boivent du champagne. Ils parlent également de la vie après la mort et de l'obsession d'Augustus de laisser une sorte d'héritage, quelque chose qui en vaille la peine. La tension est palpable après cette discussion, mais cela ne les empêche pas de continuer à profiter de la soirée. Après le dîner, ils se promènent le long du canal et s'assoient sur un banc. Là, Hazel interroge Augustus sur sa relation avec Caroline et il lui explique que c'était difficile car elle devenait de plus en plus cruelle au fur et à mesure que sa maladie progressait et gagnait son cerveau. Pendant ce temps, la sienne était en rémission et malgré tout, il est resté à ses côtés jusqu'à sa mort. Hazel lui dit qu'elle ne veut pas lui briser le cœur, mais il lui répond qu'il serait honoré qu'elle le fasse. Et puis le jour de la rencontre avec Van Houten arrive au chapitre 12. Mais lorsqu'il se présente chez lui, il trouve un écrivain surpris et en colère contre son assistante pour avoir invité des étrangers. La situation ne fait qu'empirer lorsque, bien qu'il soit 10h du matin, l'écrivain se met à boire.
En plus du reste, il refuse catégoriquement de parler du roman et de raconter ce qui arrive au personnage à la fin. Son assistante finit alors par intervenir et annonce à Van Houten qu'elle démissionne de son poste. Sur le chemin du retour, Augustus dit à Hazel de ne pas s'inquiéter, qu'il écrira lui-même l'épilogue du roman. C'est alors que l'assistante apparaît et avoue avoir organisé tout le voyage dans l'espoir qu'une rencontre avec ses fans aiderait Van Houten à sortir de sa spirale d'autodestruction. Pour compenser l'expérience, elle les invite à se rendre dans la maison d'Anne Frank. L'histoire de la jeune fille juive, symbole de la résistance à la répression nazie, touche profondément à Hazel. Mais cette visite l'amène aussi à vivre un moment merveilleux, car c'est dans cette maison qu'elle et Augustus s'embrassent pour la première fois. De retour à l'hôtel, ils se rendent dans la chambre d'Augustus et malgré les limites de sa bouteille d'oxygène, ils font l'amour. Ensuite, pendant qu'Augustus dort, Hazel lui écrit une belle lettre d'amour pleine d'humour avant de retourner dans sa chambre. Au chapitre 13, le lendemain, au petit déjeuner, les deux jeunes gens racontent à la mère d'Hazel ce qu'il s'est passé chez l'écrivain. Ils le font en riant, car ils comprennent rétrospectivement le ridicule de la situation. Sur le chemin du retour à l'hôtel, la mère de Hazel les laisse marcher seuls pour qu'ils puissent parler. À ce moment-là, Hazel commence à penser qu'Augustus est une sorte d'être supérieur pour avoir surmonté la maladie. Mais elle commence soudain à penser qu'il la trompe peut-être, et qu'il a toujours le cancer car il se plaint parfois de douleur. De retour à l'hôtel, Augustus lui dit toute la vérité. Il y a quelques semaines, juste avant l'admission d'Hazel, il a passé un scanner qui a montré que son cancer s'était propagé dans tout son corps. La grenade qui va exploser n'est donc pas celle d'Hazel, mais la sienne. En larmes, il parle de la chimiothérapie palliative que reçoit Augustus, qui ne sert qu'à lui donner une meilleure qualité de vie pour le temps qui lui reste. Au chapitre 14, pendant le vol de retour, Hazel est de plus en plus consciente de l'état de santé d'Augustus, qui doit prendre des analgésiques pour supporter la douleur qu'il ressent dans la poitrine. L'après-midi suivant son retour, Hazel va rendre visite à Augustus chez lui, où elle mange avec ses parents pendant qu'il fait une sieste, car il est trop fatigué par les médicaments qu'il prend. L'après-midi même, Isaac lui rend également visite et les trois amis décident de faire quelque chose ensemble, se venger de Monica, l'ex-petite amie d'Isaac, qui ne lui a plus jamais écrit, pas même pour lui demander comment il allait. Ils achètent une boîte d'œufs et se rendent chez Monica pour les y jeter, ce qui les rend euphoriques. Et puis au chapitre 15, quelques jours plus tard, les familles d'Hazel et d'Augustus se retrouvent pour dîner. Les retrouvailles sont agréables et calmes, et les deux parents apprécient la compréhension et la camaraderie que la relation leur a apportée dans une période si difficile. À peine une semaine plus tard, Augustus est admis à l'hôpital pour de fortes douleurs à la poitrine. Il y reste plusieurs jours et lorsqu'il en sort, il est en fauteuil roulant. Hazel, qui ne bouge pas de la salle d'attente, pense que tous les événements se sont accélérés en quelques jours et que tout a trop changé. Lorsqu'il va mieux, Augustus et Hazel retournent au parc des sculptures et boivent du champagne en regardant la sculpture d'un squelette qui avait attiré leur attention lors de leur première visite. Ce qui change cette fois, c'est qu'Augustus s'identifie au squelette et non aux enfants qui jouent autour de lui. Au chapitre 16, Hazel raconte la vie quotidienne avec Augustus qui va de plus en plus mal. Il dort, mange et vomit, même s'il parvient à passer quelques minutes par jour à jouer à des jeux vidéo avec Hazel et à discuter un peu. Au chapitre suivant, le chapitre 17, alors qu'Hazel se rend chez Augustus, elle trouve son petit ami encore au lit, en train de dire des choses incompréhensibles dans un lit mouillé. Les parents du garçon s'occupent de tout pendant que Hazel quitte la chambre, hébétée. Une fois rétabli, Augustus descend dans le salon pour jouer à la console avec Hazel, bien qu'il ne soit pas très attentif au jeu. Sa santé était au plus bas. Quelque chose a changé. Augustus demande à Hazel d'être celle qui écrira sa nécrologie dans le journal, mais elle lui dit qu'elle ne sera jamais assez bien pour lui, parce qu'elle ne mentionnera pas toutes les choses honorables qu'il avait imaginé accomplir. Aussitôt, elle s'excuse pour ses paroles abruptes. Puis, au chapitre 18, un soir, Hazel reçoit un appel et s'alarme, pensant qu'il s'agit des parents d'Augustus qui lui annoncent sa mort. Mais c'est Augustus lui-même qui lui explique qu'il se trouve dans une station-service et que la sonde G reliée à son estomac s'est détachée et qu'il ne peut pas la remettre en place. Hazel ne perd pas une minute et part à sa recherche. Elle trouve son petit ami dans la voiture, couvert de son propre vomi et les mains sur le ventre, car le trou où passe la sonde gastrique est infecté et enflammé. Lorsqu'elle lui demande ce qu'il fait là, Augustus lui explique qu'il est allé acheter des cigarettes sans le dire à personne. Il avait besoin de faire quelque chose pour lui. Hazel appelle l'hôpital, mais Augustus ne veut pas y retourner. Il est désespéré, triste et angoissé par la vie qui lui reste. Pour le calmer, Hazel récite des poèmes pendant qu'ils attendent l'ambulance. Au chapitre 19, désormais sorti de l'hôpital, Augustus reçoit chaque jour la visite de Hazel, bien que son état se dégrade de plus en plus. La famille d'Augustus tente de réconforter le garçon par des conversations qui, bien que bien intentionnées, lui paraissent stupides. C'est pourquoi Hazel commence à faire des blagues sur le cancer, ce qui fait rire son petit ami.
En revanche, elles sont moins bien accueillies par les parents, qui lui demandent de se taire. Néanmoins, le père d'Augustus finit par remercier Hazel pour tout le bien qu'elle fait à son fils. Au chapitre 20, Hazel nous raconte comment s'est passé le dernier bon jour d'Augustus, qui, pour les malades du cancer, est ce jour où, pendant quelques heures, la maladie semble soudainement avoir disparu. C'est précisément ce jour-là qu'Hazel n'est pas allée le voir chez lui, car elle était elle-même trop fatiguée. Cependant, dans l'après-midi, elle a reçu un appel d'Augustus lui demandant de se rendre au groupe de thérapie cet après-midi-là et de lire le discours qu'il avait préparé pour ses funérailles. Bien que ses parents ne voulaient pas qu'elle y aille car elle était de moins en moins présente à la maison, Hazel est parvenue à terminer la rédaction de son discours et à se rendre à la séance. Pour celle-ci, Augustus avait préparé une pré-funéraille avec elle et Isaac parce qu'il ne savait pas s'il pourrait assister aux vraies funérailles en tant que fantôme et qu'il voulait savoir ce que ses amis diraient. Le discours d'Isaac est plutôt doux amer et bien qu'il critique de façon comique le caractère bavard et prétentieux d'Augustus, il ajoute que si dans le futur des scientifiques proposent de lui donner des yeux robotisés, il dira non parce qu'il n'aimerait pas voir un monde sans son ami. Et puis c'est finalement au tour de Hazel de prendre la parole, et dans son discours elle explique qu'elle ne racontera pas son histoire d'amour, car cela ne ferait que la faire pleurer, mais elle veut plutôt parler des mathématiques, et d'une chose que Peter Van Houten leur a dite, certains infinis sont plus grands que d'autres. Elle termine en disant qu'elle est reconnaissante pour le petit infini qu'elle a connu avec Augustus. Au chapitre 21, 8 jours après les pré-funérailles, Hazel reçoit un appel des parents d'Augustus qui lui annoncent que le jeune homme est mort. Cette nouvelle la plonge dans une douleur extrême, la plus forte qu'elle ait jamais ressentie. Les souvenirs avec Augustus semblent moins réels maintenant qu'il est parti. Et lorsqu'elle l'appelle au téléphone pour entendre sa voix sur sa boîte vocale, elle réalise qu'elle ne lui parlera plus jamais. Au chapitre 21, le jour des funérailles, Hazel n'a pas envie d'y aller, même si elle sait qu'elle doit le faire. Lorsqu'elle s'approche du cercueil d'Augustus pour lui dire au revoir, elle le fait sans la bouteille d'oxygène, car elle veut se débrouiller seule. Elle lui donne un dernier baiser et laisse un paquet de cigarettes caché dans le cercueil. Pendant la cérémonie, Hazel a l'impression que le prêtre raconte n'importe quoi. Quelqu'un fait des commentaires derrière elle, et lorsqu'elle se retourne, elle se rend compte que ce quelqu'un, c'est le fameux Peter Van Houten. Plusieurs amis d'Augustus prennent la parole, et lorsque c'est au tour d'Hazel, elle prononce un discours différent de celui d'avant les funérailles, plein de phrases motivantes, car elle comprend que ces mots sont pour les vivants, pas pour les morts. Après les funérailles, Peter Van Houten demande aux parents de Hazel de le conduire à l'endroit où il a laissé sa voiture de location. Sur le chemin, l'écrivain tente de parler à Hazel avec des phrases pédantes et condescendantes, si bien que Hazel finit par lui ordonner de sortir de la voiture et de les laisser tranquilles. Au chapitre 23, quelques jours plus tard, Hazel rencontre Isaac et après avoir joué avec la console, ils se mettent à parler d'Augustus. Isaac lui dit qu'il l'aimait vraiment et qu'il était en train d'écrire une suite à Une douleur impériale, rien que pour elle. Hazel décide alors de se rendre en voiture chez les parents d'Augustus et en chemin, étonnamment, elle rencontre Peter Van Houten qui commence à s'excuser auprès d'elle pour son comportement à Amsterdam. Hazel réalise soudain que la culpabilité que l'écrivain ressent maintenant ne peut avoir qu'une seule explication. Il connaît lui-même quelqu'un qui est décédé. Van Houten lui avoue que sa fille Anna est morte d'une leucémie comme le protagoniste de Une douleur impériale, ce qui lui cause une grande tristesse et l'entraîne dans cette spirale d'autodestruction. Hazel lui dit alors de sortir de la voiture, de rentrer chez lui, d'écrire et d'arrêter de boire. De retour chez les parents d'Augustus, Hazel demande la permission de chercher ce que son petit ami aurait écrit, mais ne trouve rien. Les parents lui disent également qu'ils ne croient pas qu'il y ait quoi que ce soit, car leur fils était trop faible pour écrire. Au chapitre 24, quelques jours plus tard, le père d'Augustus appelle Hazel pour lui dire qu'ils ont trouvé un cahier auquel il manque quelques pages. Il est possible qu'Augustus ait écrit quelque chose, l'ait déchiré et mis de côté. Hazel ne sait cependant pas où. De retour à la maison, Hazel se dispute avec sa mère au sujet du dîner et lui reproche de l'avoir entendu dire que lorsqu'elle mourra, elle ne sera plus mère. Elle s'excuse et lui dit qu'elle sera toujours sa mère, que Hazel soit morte ou vivante. Hazel lui dit alors qu'elle ne veut pas que son monde s'écroule comme celui de Van Houten après sa mort, et sa mère lui avoue que cela n'arrivera pas, car elle a secrètement étudié le travail social afin d'avoir quelque chose à faire si sa fille mourait. Cela rend Hazel très heureuse, et elle réalise que ses parents sont plus que ses parents. Ce sont des personnes, tout simplement. Ensuite, elle leur fait promettre que si elle disparaissait un jour, ils ne seraient pas séparés. Enfin, au 25e et dernier chapitre, le lendemain, en discutant avec son amie Caitlin de ce que c'est que d'être amoureux, Hazel a une idée. Peut-être qu'Augustus a envoyé ses pages à Van Houten pour qu'il écrive la suite avec ses propres idées. Elle décide donc d'écrire à l'ancienne assistante de l'écrivain pour voir si elle peut récupérer les pages. Dans sa réponse, l'assistante dit qu'elle va essayer et qu'elle se rendra chez Van Houten dès le lendemain. Après avoir passé la journée à pique-niquer avec sa famille et à visiter la tombe d'Augustus, Hazel rentre chez elle et reçoit un courrier de l'assistante.
Celle-ci explique que lorsqu'elle s'est rendue chez Van Houten, il était encore ivre, mais qu'elle a pu récupérer les pages d'Augustus qu'elle envoie ci-joint. Il semble qu'Augustus les ait envoyées à l'écrivain pour que ce dernier, avec ses notes, rédige un discours funéraire pour Hazel. Il l'a fait parce que selon sa lettre, il se considérait comme une bonne personne mais un mauvais écrivain, et que Van Houten était le contraire, une mauvaise personne mais un bon écrivain. De sorte que la combinaison était gagnante. Lorsque l'assistante a montré la lettre à Van Houten, qu'il n'avait même pas encore lue, l'auteur lui a demandé d'envoyer les pages telles quelles à Hazel. Sur celle-ci, Augustus reconnaît que laisser des traces dans le monde, c'est en réalité laisser des cicatrices de douleur. Il mentionne également que Hazel est pour lui une grande héroïne. Il termine enfin en disant que dans la vie, on ne peut pas choisir qui on blesse, mais on peut choisir qui peut nous blesser. Et c'est ainsi qu'il l'a choisi Hazel. Le roman se termine de cette façon, avec Hazel déclarant qu'elle aussi avait choisi Augustus. Bien qu'il soit sous-estimé en tant que lecture pour adolescents, Nos étoiles contraires est en réalité un roman complexe. La mort, la jeunesse, la vie, l'amour et même la religion sont des sujets souvent rendus invisibles ou présentés comme unidimensionnels, alors qu'ils présentent en réalité de nombreuses facettes. Dès le début du roman, nous savons que la mort sera un thème central bien sûr, mais cela va bien plus loin, car ce que nous allons voir c'est que la mort n'est pas une fatalité. Ce que fait John Green, l'auteur, c'est de présenter différentes façons de vivre la vie et aussi la mort. Il le fait également à travers des personnages jeunes qui sont confrontés à leur propre mort. Les visions les plus contrastées et les plus importantes sont celles de Hazel et d'Augustus bien sûr. Elle voit la vie comme un chemin qu'il faut parcourir en évitant de faire du mal, et pour cela il faut passer inaperçu. Lui, au contraire, veut qu'on se souvienne de lui, et pour cela il pense qu'il doit faire quelque chose de grand, parce que ce qu'il trouvera à sa mort sera tout aussi grand. Nous voyons également comment d'autres personnages font face à la mort. La mère et le père de Hazel, par exemple, l'affrontent avec une certaine crainte. Ils pensent tous les deux que cela va les changer du tout au tout. Les parents d'Augustus, en revanche, l'abordent d'un point de vue encore plus positif, en pensant à la vie après la mort offerte par la religion, et se chargent de messages de motivation. Nous avons également le point de vue de Van Houten, qui n'a pas su comment gérer la situation et a, en quelque sorte, laissé la mort s'abattre sur lui et sur son vivant. L'amour, quant à lui, se comprend aussi de plusieurs manières. Nous avons l'amour romantique du couple, mais il n'est pas seulement affectivo-sexuel. Il est aussi fondé sur l'attention, mais c'est surtout un amour du présent, car aucun des protagonistes, surtout Augustus, ne se soucie du long terme, de l'avenir. Ils vivent le court infini que la vie leur a donné. Hazel est le personnage qui a le plus de mal à se laisser aller à l'amour. En effet, elle a du mal à dire « je t'aime » à Augustus, non pas parce qu'elle ne le ressent pas, mais parce qu'elle est paralysée par la peur. Outre l'amour romantique, il convient également de noter l'amour familial et l'amour entre amis décrit dans le roman. Les mères et les pères des protagonistes jouent un rôle important, tout comme Isaac. Et puis il y a aussi la religion dans Nos étoiles contraires. Bien que Hazel ne soit pas croyante, John Green se charge d'introduire des personnages religieux pour réfléchir à ce thème également. Il le fait parce que dans des situations telles que celles vécues par les personnages, la foi devient un outil de gestion très important pour de nombreuses personnes. La présentation des différentes perspectives se fait sans jugement et sans en privilégier une par rapport à une autre. Il s'agit simplement de différentes façons d'aborder la maladie et la mort. Il est d'ailleurs nécessaire d'aborder la question de la maladie en général et du manque d'autonomie en particulier. Hazel, en tant que narratrice, réfléchit à ces deux thèmes. Pour la jeune fille, en effet, le cancer signifie renoncer à beaucoup de choses et ne pas vivre l'adolescence qu'elle a toujours pensé vivre. La maladie amène les personnages à ne plus pouvoir prendre leurs propres décisions. Elle les oblige même à perdre la vue ou une jambe, à être toujours sous oxygène ou à mettre leur vie entre parenthèses. De plus, parce qu'ils sont jeunes, les rares décisions qu'ils peuvent prendre le sont par leurs parents ou leurs médecins. La maladie n'est donc pas simplement présentée comme quelque chose de mauvais, mais plutôt comme un problème, une partie décisive de la vie des personnages. Ils ne peuvent pas se contenter de la combattre. L'auteur élimine donc l'idée que le cancer soit une guerre et qu'il dépende de la volonté. Le cancer est quelque chose qu'il faut gérer et avec lequel il faut vivre. Tout au long de Nos étoiles contraires, John Green montre qu'il est un grand auteur. Il le prouve en abordant tous ces sujets et en le faisant de manière belle, empathique et respectueuse, mais il le prouve aussi par les nombreux symboles qu'il incorpore. Il y a par exemple la métaphore de la grenade. Hazel considère qu'elle est une grenade sur le point d'exploser. Elle le voit ainsi parce qu'elle va mourir et que sa mort causera de graves dommages aux personnes qui l'entourent. Et puis il y a également la métaphore des montagnes russes qu'Augustus utilise à 2 reprises pour exprimer 2 moments de sa maladie. Comme dans l'attraction, on sait seulement où l'on est, mais pas ce qui vient après. Lorsqu'il l'utilise pour la première fois, c'est dans un sens positif, car le cancer est en rémission et tout semble calme. Cependant, la 2e et dernière fois qu'il y revient, c'est pour expliquer que les métastases vont mettre fin à sa vie. Il représente ainsi les hauts et les bas des montagnes russes.
Au final, Nos étoiles contraires n'est pas seulement une histoire d'amour ou une histoire dont les réflexions tournent uniquement autour de ce sentiment, comme c'est le cas dans L'Art de tromper le karma par exemple. Nos étoiles contraires est un roman qui a touché le cœur de millions de lecteurs, en raison de la façon dont, dans ces pages, vous parvenez à trouver non pas un mais plusieurs sens à la vie et à la mort. Hazel et Augustus sont deux incroyables compagnons de route, et pour les rendre réels, John Green leur a donné magistralement leur personnalité et leur voix. Et c'est tout pour cet épisode dédié à Nos étoiles contraires de John Green. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.